Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Rio. Au premier plan, une favela, la favela Rocinha, quartier pauvre sur les hauteurs de la ville, à flanc de colline. Et au second plan, en bord de mer, les quartiers modernes et luxueux de la ville. Cette photo, elle nous dit beaucoup du Brésil. Le Brésil de Lula à Bolsonaro qui reste le pays des inégalités. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette puissance émergente n'a pas vraiment émergé. Territoire, population, ressources naturelles, le Brésil dispose pourtant d'atouts considérables. Le Brésil, une puissance inaboutie. Le Brésil est d'abord un géant par son territoire et par sa population. Situé en Amérique du Sud, c'est le 5e pays du monde par sa superficie. Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés, il occupe à lui seul la moitié de l'Amérique du Sud et possède 15 720 kilomètres de frontières avec quasiment tous les pays du sous-continent. Son littoral s'allonge sur plus de 7 400 kilomètres sur l'océan Atlantique. Le Brésil comprend principalement le grand bassin de l'Amazone et ses affluents. Le climat y est tropical, chaud et humide, si ce n'est pour la région du Sertão, région semi-aride. Le pays est découpé en 26 États, plus le district de la capitale, Brasilia. Ancienne colonie portugaise, le Brésil compte aujourd'hui 210 millions d'habitants, dont la langue est le portugais. Dans la population, on compte plus de 47% de descendants d'Européens, plus de 7% d'origine africaine issue de l'esclavage, un peu plus de 1% d'Asiatiques, 0,4% d'Amérindiens, et le reste de la population, soit près de 43%, est fortement métissée. Une population qui se concentre le long des côtes où se situent aussi les grandes villes de Fortaleza, Salvador, Recife et surtout Rio et Sao Paulo, la capitale économique du pays. La capitale politique, Brasilia, a été volontairement placée dans les terres pour accompagner la conquête du Brésil intérieur avec la construction d'infrastructures de transport, routes, chemins de fer et aéroports. Cette politique volontariste illustre bien l'esprit pionnier des Brésiliens. Le Brésil, on l'a dit, qui est aussi et avant tout un géant par ses ressources naturelles, avec l'exploitation de plus de 55 minerais. Il dispose de ressources en hydrocarbures quasiment toutes situées en mer, lui permettant d'être autosuffisant depuis 2006. Il est également riche en eau, qu'il utilise pour produire de l'électricité. Enfin et surtout, le Brésil dispose d'une importante réserve de terre qui lui vaut le surnom de ferme du monde. C'est le premier pays producteur au monde de jus d'orange, de sucre, de café et le deuxième de soja. Le pays produit aussi de la viande de bœuf et est le plus grand exportateur de viande halal vers les pays de la Ligue arabe. L'agrobusiness représente 20% du PIB, un tiers des emplois et 45% du commerce extérieur. C'est le secteur économique le plus important du Brésil. Ainsi, comme on vient de le voir, le pays est richement doté en ressources. Et pourtant, malgré cela, en 2018, le pays connaît une croissance de seulement 1% et un chômage de 13%. Cela peut s'expliquer par le fait que le Brésil reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. En 2015, les 10% les plus riches bénéficient à eux seuls de plus de la moitié des revenus du pays et sont constitués à 70% de blancs. Pourtant, sous l'ère Lula, les pauvres et la classe moyenne ont bénéficié des programmes sociaux mis en place par le gouvernement, notamment la Bolsa Familia, bourse familiale. Le principe, si les familles pauvres envoient leurs enfants à l'école, elles reçoivent une allocation. Autre avancée sociale sous Lula, le programme Fome Zero, Faim Zéro, qui garantit l'accès aux produits alimentaires de base. Mais sur fond de corruption, tous ces programmes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, si les inégalités perdurent, c'est aussi parce qu'elles vont de pair avec un déséquilibre territorial. Comme le montre cette carte, les régions les plus blanches, le sud et le sud-est, sont aussi les plus riches, avec notamment ce triangle de 30 millions d'habitants formé par Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, des métropoles qui concentrent les espaces décisionnels. Ces régions concentrent aussi l'agriculture commerciale, canne à sucre, café, agrumes, soja, l'industrie diversifiée, automobile, aéronautique et le tourisme.
À l'inverse, regardons maintenant le nord-est, deuxième région par son étendue et par sa population avec 55 millions d'habitants, mais son PIB ne dépasse pas 13% de la richesse nationale. Seule la zone côtière est dynamique, c'est la région la plus métissée, où la part des sangs mêlés dépasse les 2 tiers de la population. Enfin, regardons les régions pionnières, c'est-à-dire l'Amazonie, le nord, et la partie septentrionale du centre-ouest. Ce sont des périphéries peu peuplées et en réserve, riches en ressources minières, en bois et en espace pour l'élevage extensif et la culture du soja, une fois la forêt défrichée. D'ailleurs, le rythme de la déforestation a de nouveau progressé, augmentant de 278% entre juillet 2018 et juillet 2019. Les feux de l'été 2019 ayant souligné un peu plus le désintérêt du gouvernement de Jair Bolsonaro pour l'environnement. Évoquer le nouveau président nous amène à parler du système politique brésilien qui contribue à entraver la bonne gouvernance du pays. Ainsi, la Constitution de 1988 prévoit l'élection du président de la Chambre des députés pour 4 ans et des sénateurs pour 8 ans. Avec plus d'une trentaine de petits partis, les deux chambres se trouvent très fragmentées. À cela s'ajoutent les États fédéraux qui disposent eux aussi de pouvoirs de mise en œuvre des réformes. Ainsi, en 2002, le Parti des travailleurs de Lula n'avait que 91 sièges sur 513 à la Chambre des députés, 14 sur 81 au Sénat et ne gouvernait que 3 États sur les 27. Désormais, Jair Bolsonaro à la tête d'un petit parti, le Parti social-libéral, doit gouverner avec ce qu'on appelle les BBB, B pour bœuf, c'est-à-dire les représentants des propriétaires terriens, B pour Bible, les évangéliques, et B pour Baal, les militaires et partisans du port d'armes, auxquels se sont tardivement ralliées les élites économiques traditionnelles. Gouverner est donc, on l'aura compris, quelque chose de compliqué au Brésil et cela suppose la mise sur pied de coalitions pas toujours faites pour s'entendre. À cela se sont ajoutés les bouleversements politiques liés à la destitution de Dilma Rousseff, qui avait succédé au président Lula, à la mise en cause d'une classe politique corrompue, ce qui a permis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, favorable à un régime politique autoritaire, mais qui a lui aussi rapidement déçu. Et pourtant, on va le voir maintenant, s'il était mieux gouverné, le Brésil aurait tout pour être un géant au niveau international. En effet, le Brésil est l'un des leaders de ce qu'on appelle les BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et il met aussi l'accent sur la coopération sud-sud avec les pays africains. Ainsi, au sein de l'OMC, le Brésil lutte contre le protectionnisme américain et contre celui de l'Union européenne dans le domaine agricole, en prenant en 2003 la tête d'un groupe de 20 pays du Sud, le G20 commercial. Le Brésil est également à l'initiative de la création du Mercosur en 1991 pour faire contrepoids à l'impérialisme états-unien en créant une zone sur le modèle de l'Union européenne. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay en sont les premiers membres. Aujourd'hui, le Mercosur compte aussi comme membres associés la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Suriname. Il représente 82% du PIB total de l'Amérique du Sud et c'est le troisième bloc commercial mondial après l'Union européenne et l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Mais l'élection de Jair Bolsonaro marque un changement radical puisque le nouveau président a décidé d'aligner son pays sur les États-Unis. Le Brésil a ainsi obtenu le statut d'allié majeur des États-Unis hors OTAN, un statut qui facilite la coopération militaire, le transfert technologique ainsi que l'achat des équipements militaires américains, au risque pour le Brésil d'y perdre en autonomie. Cet alignement sur Washington s'est aussi traduit par une prise de distance avec les gouvernements de gauche du continent, Venezuela, Nicaragua et Cuba, entraînant la remise en cause de la participation de Cuba au programme Maïs Médicos, plus de médecins, lancé en 2013, qui avait permis l'envoi de près de 8000 médecins cubains dans les régions les plus pauvres et isolées du pays. 28 millions de Brésiliens seraient depuis privés d'assistance médicale.
Enfin, toujours dans la lignée de Donald Trump, Jair Bolsonaro a déclaré que la Chine était une menace pour sa souveraineté. Toutefois, avec 100 milliards de dollars d'échanges entre le Brésil et la Chine en 2018, loin devant les États-Unis, le président brésilien va devoir revenir à plus de pragmatisme économique. Le Brésil est donc cette puissance émergente qui n'émerge jamais tout à fait, quelles que soient les politiques menées par ses dirigeants, parmi lesquels Lula, qui en novembre 2019 est sorti temporairement de prison, sans être blanchi pour autant des soupçons de corruption, mais réveillant l'enthousiasme d'une partie de la population déjà hostile au nouveau président d'extrême droite, Bolsonaro. Lula Bolsonaro, deux visages, deux voix, deux options possibles pour le Brésil. Et pour aller plus loin, cet atlas du Brésil, promesses et défis d'une puissance émergente, par Olivier Daben, Frédéric Louot et Aurélie Boissière aux éditions Autrement. Et puis ce récit nourri de multiples voyages au Brésil, Les colères d'un géant de Patrice Montagu-William, dans cette très jolie collection L'âme des peuples chez Nevicata. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt.